rentrez peut-être de votre journée de travail, vous sortez du restaurant, vous venez peut-être de faire vos courses, ou alors peut-être que vous sortez de prison, mais vous avez pris connaissance de la notification Twitch ce soir. Vous êtes sur Team Sport en ce jeudi 3 février 2022 et vous avez 1000 fois raison. Alors ce soir, pour faire la planète sport, pour faire ou refaire la planète sport, je suis accompagné dans ce studio de Tanguy Lejeune. Bonsoir à tous. De Alexis Fernandez. Bonsoir. Tony Casalino. Bonsoir tout le monde. Et Victor Pétou. Bonsoir à tous mes amis détenus aussi. Ce soir, nous avons un programme très chargé. On reviendra sur la finale de l'Open d'Australie entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal. La victoire de Rafael Nadal en 5-7. Et je vous poserai cette question, messieurs. Rafael Nadal est-il le meilleur joueur du monde après cette victoire, son nouveau titre? Et en deuxième sujet, le football. Retour sur la Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales en cours avec ce deuxième match. Ce soir entre les Cameroun et l'Égypte, la qualification en finale du Sénégal. Hier, c'était face au Burkina Faso. Un petit débrief des huitièmes de finale de la Coupe de France avec Tony et un point sur le tirage au sort des quarts de finale. Les enjeux de la 23e journée de Ligue 1 et des championnats étrangers avec Alexis Fernandez. On aura un petit point mercato, ce qui s'est passé dans les dernières heures il y a quelques jours. Le handball, l'Euro de handball qui s'est terminé ce dimanche avec la victoire de la Suède. On reviendra sur cette victoire face à l'Espagne et du parcours de l'équipe de France qui a terminé à la 4e place. Un petit point sur les Jeux Olympiques de Pékin, c'est dans 2 jours, les épreuves commenceront même demain avec la cérémonie d'ouverture à suivre dès 12h30. Enfin, on aura les infos sport en vrac, vous connaissez cette fameuse rubrique, messieurs, et le quiz pour terminer cette émission. L'Open d'Australie, messieurs, Rafael Nadal, c'était dimanche, a battu Daniil Medvedev. Un combat titanesque en 5 heures et 24 minutes de jeu. Cette victoire obtenue donc en 5-7, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5. Messieurs, un mot peut-être sur Rafael Nadal. Quel exploit! Incroyable, il a confirmé la légende, c'est Rafael Nadal. Dommage pour Medvedev parce que ça lui aurait permis de gratter la première place au classement, mais après de prendre la place de Novak Djokovic. Mais ouais, très belle remontée de Nadal qui a su confirmer et voilà, c'est beau. C'est beau. Ouais, complètement. En plus, on disait de Rafael Nadal aussi, son palmarès nous indiquait aussi que Rafa était très fort sur terre battue. Et cette victoire nous montre aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même un excellent joueur sur tout type de surface, et notamment sur le dur, parce que il a gagné du coup 2 US Open, il me semble. C'est son 2e Open d'Australie. Son 2e Open, c'est ça. Donc ouais, il montre que du coup sur tout type de surface, il fait partie des meilleurs, et du coup aujourd'hui il montre qu'avec son 21e Grand Chelem, il fait partie des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur de tous les temps. Non, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est aussi le fait qu'il était blessé il y a encore quelques mois, qu'il était à béquille, et qu'il arrive à se qualifier, même à gagner ce tournoi. Moi je trouve ça incroyable. Alors qu'il était déjà pas sûr de participer quand même. Il était pas sûr de participer, c'est ça qui est incroyable. Il revient, on connaît pas vraiment ses objectifs avant cet Open d'Australie, et il va jusqu'au bout et il gagne ce titre. Et à chaque match on disait là c'est déjà pas mal s'il est arrivé jusque là, et là aussi, et puis finalement il arrive à gagner. C'est incroyable, c'est une légende. C'est ça qui est beau, c'est qu'il confirme qu'il fait partie des grands champions du monde du sport. Et voilà, c'est ça qui prouve que c'était une légende de son sport complètement. Est-ce que pourtant physiquement on pouvait dire avant cette finale qu'il partait avec un désavantage? Parce que physiquement il a quand même 35 ans et commence à se faire ses plus jeunes années. Il avait ressenti une gêne lors de son quart de finale face au Canadien. C'était Denis Shapovalov. On pouvait quand même émettre des doutes avant cette finale. Ouais, bon, excuse-moi. Vas-y. Je disais, en plus de ça, il avait passé beaucoup de temps sur le court en plus pendant l'Open. Et au final, il nous a montré qu'il est quand même là, malgré l'âge, malgré le temps passé sur le court. Pendant la finale, il a quand même réussi à tenir un marathon de 5 heures. Et c'est pas anodin. Et bravo à lui, parce que tenir 5 heures après un tournoi comme ça face à Daniil Medvedev, qui lui est beaucoup plus jeune en début de carrière, franchement, il faut le faire. Et c'est là où il montre qu'il est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Comme tu l'as dit, il a souvent des problèmes, il fait souvent appel au kiné quand même pendant les matchs. Et là, on a vu qu'il a tenu la rampe, entre guillemets. Il a réussi à faire son match et à retourner la situation alors qu'elle était vraiment mal embarquée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vraiment enterré à l'issue des 2 premiers sets. Et je pense qu'il a surpris tout le monde et il a prouvé que malgré son âge,
il était toujours présent au plus haut niveau. Donc je pense que on peut tous lui tirer notre chapeau pour ce qu'il a fait et pour sa démonstration de volonté pendant ce match-là. Et alors vous, messieurs qui avez regardé ce match, vous étiez devant les écrans, qu'est-ce qui a finalement fait la différence entre Danil Medvedev qui, après il mène 2-7 à 0, on se dit que rien ne peut lui échapper, cette finale elle est pour lui. Et finalement, tout bascule finalement dans ce troisième set qu'il perd. Et derrière, on sent que Medvedev s'agace un peu, peut-être nerveux. Hein. Il peut remporter un deuxième grand chelem consécutif. Ça n'est arrivé qu'une fois seulement. Et c'était même pas sur l'Air Open. C'est pour dire, l'exploit qui aurait pu être magnifique, mais qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Comment peut-il perdre ce match? Avant tout, c'est le talent. Après, c'est surtout aussi l'expérience de Nadal. Enfin, il a l'habitude des finales comme ça, des longues finales. Medvedev, c'était seulement sa deuxième finale à l'Open d'Australie, il me semble. C'était sa deuxième finale Open Après d'Australie. l'année dernière. C'est ça. Donc, après, il a perdu pied un peu, il s'est énervé. Et Nadal, lui, il est resté calme. Après, je sais pas, il y a aussi Medvedev qui a fait aussi appel au kiné à le moment. Je sais pas si ça peut gêner un peu, mais. Ouais, Medvedev a eu ça fait 2 fois. Medvedev a eu des crampes au 4ème set, mais au-delà de l'expérience de Rafael Nadal, je pense que aussi quand tu perds 2-7 à 0 dans une finale, tu passes dans l'état d'esprit que tu n'as plus rien à perdre. Et c'est ça qui a servi à Rafael Nadal, dans le sens où justement il avait plus rien à perdre, du coup il pouvait lâcher ses coups comme le grand Rafael Nadal qu'on connaît, il pouvait lâcher ses coups tout envoyer. Et c'est passé, et après la confiance du coup elle a fait que s'emmagasiner pour Rafael Nadal, il voyait qu'il remontait, et ça a enterré un peu Daniil Medvedev après par la suite. Daniil Medvedev quand même qui, c'était sa troisième finale en un peu plus d'1 an, c'est quand même pas anodin, il a gagné quand même un grand chelem, il montre qu'il est toujours dans le top niveau, hein. On sent que c'est la relève quand même Daniil Medvedev, donc bon, on peut que lui souhaiter finalement de continuer sur ce chemin-là. On sait que évidemment face à des Nadal ou des Djokovic, ça reste... Ça c'est quand même vraiment joué à l'expérience là pour le coup, parce qu'on peut dire qu'en termes de niveau, c'était plus ou moins égal, même légèrement à l'avantage du Russe au début, et finalement c'est l'expérience qui fait la différence pour le moment, mais je pense que Medvedev a un bel avenir. Et alors cette question, messieurs, cette question peut-être un petit peu banale, mais je vous la pose quand même parce qu'elle mérite sans doute d'avoir votre avis. Rafael Nadal, avec ce nouveau grand chelem, désormais il est le recordman avec 21 grands chelems, et devance Roger Federer et Novak Djokovic qui en ont 20. Est-il le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'on peut affirmer ça? Est-ce que... Historiquement parlant? Historiquement parlant. Actuellement ou le meilleur joueur de tous les temps? Le meilleur joueur de tous les temps, la question... Je sais pas. Ils sont. Voilà, C'est des styles différents. J'ai envie de te dire, c'est comme le débat au foot Cristiano Ronaldo Messi, c'est Nadal Federer, on peut rajouter Djokovic aussi, ça dépend du point de vue de tout le monde, mais après pour moi, pour ma part en tout cas, j'ai une préférence pour Nadal. Nadal? Ouais, je pense Nadal aussi, parce que dans mon esprit, je sais pas si tout le monde peut penser ça aussi, mais on avait surtout Federer pour moi qui, je pense, était très bon sur gazon, Djokovic très très bon sur le dur, et Nadal très bon sur terre battue. Et justement avec ce titre-là, Nadal aussi a déjà gagné à Wimbledon, il a gagné à l'US Open et à l'Open d'Australie qui sont sur le dur, et il montre que du coup c'est un joueur qui était extrêmement polyvalent et du coup qui s'adapte et qui est du coup pour moi au-dessus des autres. Mais attention parce que Djoko aussi a encore le temps d'en gagner d'autres. Parce que c'est ce que j'allais dire, Djokovic par exemple l'année dernière qui gagne sur terre battue, Roland Garros, et aussi il le laisse partout, quoi. Et finalement tout le monde s'attendait avec le 21e grand chelem pour Novak Djokovic. Il a eu sa chance à l'US Open, il a perdu, il a eu sa chance. Il a eu sa chance aussi à l'Open d'Australie, pour des raisons sanitaires, il n'a pas répondu aux injonctions du gouvernement australien, donc il n'a pas pu faire l'Open d'Australie, sinon il y a le doute qu'il aurait sans doute été au rendez-vous. Est-ce qu'on n'est pas maintenant dans une lutte, on peut dire que cette lutte sera plutôt une lutte à deux entre Nadal et Djokovic? Federer, on sent que c'est un peu sur la fin. Malheureusement pour lui, je pense que Federer commence à être sur le déclin, et c'est normal vu son âge. Alors que Nadal a prouvé qu'il avait quand même une forme physique assez impressionnante à son âge. Djokovic est un peu plus jeune. À mon avis, Djokovic peut quand même dépasser les deux autres et remporter ce combat-là entre guillemets pour le palmarès. Sachant quand même que Djokovic, à mon sens, c'est plus complet sur les autres surfaces que ne sont Nadal et Federer sur les surfaces qui ne sont pas leurs favorites. Moi je suis totalement d'accord avec toi, Alexis. Puis Djokovic, il a quel âge?
30... Djokovic, il a 31 ou 32 ans, j'ai Ouais, pas. Il est plus jeune déjà. Trentaine, puis il est plus jeune que Nadal. Et Federer a 40 ans. Ouais, donc il a quand même encore un peu de temps devant lui pour les dépasser. Et ouais, Djokovic est très bon sur terre et très bon sur gazon aussi. C'est pas qu'un simple joueur de dur. Donc je pense qu'il a toutes ses chances pour aller dépasser ce record, même si c'est déjà un immense record de la part de Rafael Nadal. Après, il y a peut-être le fait aussi que on ne sait pas si Djoko sera Roland. Et Nadal commence extrêmement bien sa saison. Donc il faut voir, attention parce que Nadal, je pense, peut-être pourra en gagner un autre cette année. Alors, en tout cas, une belle lutte qui s'avance avec la suite des grands chelems. A noter quand même que du coup la participation de Djokovic dépend du vaccin, parce que s'il n'est pas vacciné, selon la rumeur, il serait refusé de Roland Garros déjà. C'est même pas des rumeurs, c'est qu'il devra de toute façon tester de son passe vaccinal à Roland Garros, si celui-ci est toujours d'actualité évidemment en France. Et puis pour finir, une petite info sur, on parlait du Big Free, donc parler de Roger Federer, on a appris aujourd'hui qu'il ne pouvait toujours pas poser son pied, marcher. On estime qu'il ne sera pas là avant Wimbledon. Et Wimbledon, c'est même pas sûr. Donc il participera pas à Roland Garros, pas au tournoi précédent. On sent que ça pourrait être une tournée d'adieu, c'est 2022. Dommage. Il y avait aussi cette finale en femmes, cette finale entre Ashley Barty, la numéro 1 mondiale, qui à domicile a confirmé face à Danielle Collins, l'américaine jusque-là novice. Ashley Barty a confirmé son tournoi fantastique en s'imposant en 2-7, 6-2, 7-6. Un mot sur cette championne. Elle montre sa forme du moment, j'ai envie de dire. En ce moment, elle est dans une forme olympique, elle est numéro 1 mondial et c'est pas un hasard. Et elle l'a prouvé en finale, elle n'a pas fait de détails et elle a remporté ce match comme elle avait prévu de le faire finalement. Je pense que tout était programmé comme ça dans sa tête et elle a gagné ses matchs. Pas facilement, mais match après match, elle a su enchaîner les victoires de manière convaincante et elle a fait pareil en finale. Donc bravo à elle, il n'y a rien à dire. En plus, elle joue à domicile et je crois qu'elle ne l'avait jamais remporté. Elle n'avait jamais remporté, c'est son 3e grand chelem. Donc une belle victoire, je pense, pour elle à domicile. Ça faisait plus de 40 ans que les Australiens attendaient une championne pour succéder à la dernière. Et donc, évidemment, Ashley Barty était attendue à domicile. Et en plus, comme tu le dis très bien Alexis, elle n'a perdu aucun set. Ashley Barty, c'est incroyable, c'est phénoménal. Elle a été expéditive sur quasiment toutes ses rencontres. C'était incroyable de voir ça parce que vraiment elle a laissé aucune chance à ses adversaires. Chapeau à Ashley Barty parce que vraiment gagner à la maison, en plus il y a la pression d'être à la maison, c'est toujours compliqué mais non franchement elle a fait un tournoi incroyable et elle mérite son titre de toute façon. Et puis elle sera surveillée, elle conforte sa place de numéro 1 mondial, évidemment en tête du classement ATP, puis Danielle Collins qui était jusqu'à WTA. Pour les femmes, WTA, si je peux me permettre. Oui, tu as raison, tout à fait. Autant qu'on 6-2, 7-6 donc, Ashley Barty qui remporte son 3e grand chelem. Voilà, on a tout dit, je pense, de tennis. L'Open d'Australie, le prochain grand chelem, ce sera donc Roland Garros, et puis avant cela, il y aura d'autres épreuves sur le circuit ATP. Le football et la Coupe d'Afrique des Nations, il s'en est passé des choses également. On parlait des 8e de finale la semaine dernière, il y a eu l'écart entre temps le week-end dernier et la première demi-finale hier c'était le Sénégal face au Burkina Faso. Les Sénégalais se sont qualifiés en finale en s'imposant 3-1. Le Sénégal est en finale, alors contre qui on le saura ce soir. D'ailleurs le match va bientôt commencer entre le Cameroun et l'Égypte. Messieurs, un petit mot sur le Sénégal. J'ai envie de dire le favori a gagné, le Burkina Faso qui a fait quand même un beau tournoi, mais je pense qu'on les attendait déjà pas à ce stade. Mais les Sénégalais étaient au-dessus et ils l'ont prouvé sur le terrain. Ils ont remporté une belle victoire avec notamment Sadio Mané qui a montré comment mener son équipe et il l'a emmené vers la victoire. Donc bravo à eux. Et le Sénégal, pour la 2e fois consécutive, est en finale. Ouais, c'est ça. On les attendait, ils ont répondu présent. Maintenant, il faut voir s'ils vont gagner. Le Sénégal avec donc ce but de Sadio Mané, comme vous le dites, à la 87e minute. C'est lui qui a marqué le but finalement du break, puisque le Burkina Faso avait réduit la marque par Touré à la 82e minute. Et c'est vrai qu'on a pu penser que le Burkina Faso à la fin de match nous aurait donné une fin à suspense incroyable. Finalement ça a vite été douché. Les Sénégalais donc sont en finale. Face à qui? Cameroun-Égypte, vous avez un favori ce soir? Écoutez, moi j'avais dit Maroc, je vous vois monsieur. Je peux me tutoyer Victor, je peux me tutoyer. Maroc-Égypte, j'avais dit Maroc qui passait. C'est l'Égypte qui est passée, donc écoutez, je vais dire
Je vais dire l'Égypte, allez. L'Égypte pour non. Victor. Moi j'y crois pour le Cameroun, ils sont chez eux, À domicile. il faut qu'ils aillent faire l'exploit. Ouais. Je suis assez d'accord avec Tony pour le coup, le Cameroun à domicile, qui a une belle équipe quand même. Vincent Aboubakar en pointe, une très bonne canne Je aussi. pense qu'ils vont aller en finale sur cette édition-là. Donc, personnellement, je vois un Mohamed Salah en feu en ce moment. Et je pense qu'il va faire beaucoup de mal à la défense camerounaise. Et je pense qu'on peut s'attendre à un festival de Mo Salah ce soir. Et moi, je mettrai une petite pièce sur l'Égypte. Après, en finale, ce serait beau de voir le duel de Liverpool, hein, Sadio Mané contre Salah. Ça serait génial. Ça serait beau. Et finale d'ailleurs à suivre en fil rouge, en tout cas la première mi-temps, le temps de l'émission évidemment. Cameroun, Égypte, on vous tiendra informé des infos, des actualités et des temps forts de ce match. Voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations et donc la finale qui aura lieu ce week-end, une finale tant attendue pour cette édition 2022, même si la Coupe d'Afrique aurait dû se disputer l'année dernière. Il y avait aussi du foot ce week-end, le week-end dernier. Il n'y avait pas de Ligue 1, mais il y avait de la Coupe de France, les huitièmes de finale qui se sont achevés avec les résultats, Tony, que tu veux nous donner. Tout à fait, Antoine. Et donc c'était week-end de Coupe de France comme nous vous en avons parlé la semaine dernière, pardon. Donc parmi les rencontres de huitièmes de finale, Nantes s'est qualifié contre Brest dans le derby breton 2-0 grâce à un doublé de Ludovic Blas. Ensuite deux exploits des petits poussés encore en lice donc de National 2. Versailles tout d'abord qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Toulouse, du Toulouse FC, ainsi que Bergerac qui a gagné 1-0 contre les hommes de Pascal Dupraz, donc les Verts de Saint-Etienne. Ensuite le SC Bastia s'est imposé, donc les Corses sont imposés au penalty 5-3 après une fin de match 1-1 contre le Stade de Reims. Et enfin les trois derniers matchs, donc l'OM contre Montpellier, donc ça fait 1-1 et les Marseillais l'ont remporté au tir au but 5-4, ainsi que l'AS Monaco qui a gagné 4-2 contre le RC Lens. Et enfin pour finir lundi soir, le PSG qui a fini sur un match nul 0-0 contre Nice avant de tomber au penalty sur le score de 6-5. Voilà donc pour les qualifiés, Nice affrontera l'Olympique de Marseille en quart de finale, Bergerac-Périgord contre le FC Versailles, donc un duel de National 2. Le FC Nantes, quelle affiche, ouais. Bah, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un club de National 2 au dernier carré. Donc, en dernier carré, donc ça serait beau. Enfin, le FC Nantes affrontera le FC Bastia, le club corse. Et enfin, Monaco affrontera Amiens. Les quarts de finale, des affiches, en tout cas, c'est de belles affiches. Et puis, un demi-finaliste qui sera un club de 4ème division, je pense que cette édition, en tout cas, c'est une belle édition qui a son lot de surprises. Tanguy. Moi, je sais plus quand est-ce que ça remonte, qu'on n'avait pas eu de petits poussés comme ça qui étaient montés aussi haut. Il y avait eu les Herbiers à l'époque en national en 2018. En 2018, ouais. Bon, ça a commencé à faire un petit moment quand même, mais du coup, c'est bien, c'est le charme de la Coupe de France, hein, de toute façon, et c'est ça qu'on aime. Ça va être beau, je me souviens de l'épopée de Quevilly à l'époque. C'était en 2018, ça super. Donc pourquoi pas, on peut espérer encore une fois une épopée comme ça. Mais ouais, ça, c'est des belles affiches et puis on peut se réjouir du coup de voir des petits poussés en Coupe de France, c'est toujours sympa. Et pour le coup, il n'y aura pas le Paris Saint-Germain dans le dernier carré qui était l'habituel, au moins finaliste et vainqueur des dernières Coupes de France. Ça faisait 8 ans que le PSG n'avait pas été 8 ans, tout à fait. en finale, qui avait été éliminé avant la finale. Et le PSG avait notamment remporté les 7 dernières éditions, sur les 8 où ils avaient été en finale, seul face à Rennes. Il y a 2 ans, ils avaient été éliminés au tir au but après le match de partout. Puis Versailles, ce quart de finale, ce 8ème de finale face à Toulouse, allait éliminer Toulouse, le leader de la Ligue 2, au Stadium. C'est impressionnant. Tout à fait. Encore, on pourrait se dire pour le deuxième club de National 2, donc Bergerac, qui était éliminé Saint-Etienne, c'était un peu plus faisable, on va dire, pour eux. Après, ça reste Saint-Etienne, mais bon, ils sont dans une mauvaise passe en ce moment. Ils sont en pleine reconstruction, donc c'était peut-être plus dur pour eux et donc plus facile et plus de possibilités pour Bergerac, et ça a été le cas, donc bien joué à eux. Donc on a hâte de voir qui sera le vainqueur entre Versailles et Bergerac, ce duel de petits poussés. Après, c'est peut-être mieux pour Saint-Etienne de se faire éliminer tout de suite, comme ça ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Non, je suis d'accord. Parce que là, si c'est une épopée en Coupe nationale et qu'ils avaient le maintien assuré, je pense que ça aurait été un peu compliqué. D'ailleurs, je tiens à dire, pour Tanguy qui avait pronostiqué un bon parcours pour Saint-Etienne, et là c'est passé à l'eau. C'est passé à l'eau, il faut bien. On peut se tromper. Messieurs, vous n'êtes pas mieux avec Lens Monaco. Ah, ça clash. Antoine, calme-toi. Il y a 0 point, ce soir il y a 0 point. J'avais aussi pronostiqué le mauvais résultat, je suis pas
aussi mieux que vous. Voilà pour les affiches des quarts de finale. Donc on aura un quart de 6. Ça sera dès la semaine prochaine d'ailleurs. On n'a pas le temps, on ne perd pas les habitudes. Et donc on connaîtra les demi-finalistes en fin de semaine prochaine. Toujours cette page foot avec. On va s'intéresser maintenant aux enjeux. Ce week-end, puisque on retrouve notre bon vieux championnat, la Ligue 1, avec la 23e journée donc de ce championnat, avec les principales affiches. Ouais, comme tu l'as dit Antoine, du coup cette semaine il y a encore, ce week-end il y a encore de la Ligue 1 et cette journée s'ouvre sur un Angers-Marseille assez prometteur, j'ai envie de dire, parce que Angers a une belle équipe cette année et Marseille était sur une bonne lancée jusqu'à sa défaite contre Lyon, donc on va voir s'ils vont se remettre véritablement de ce match ou s'ils vont sombrer. Il y a aussi deux gros chocs ce week-end en Ligue 1, notamment entre l'AS Monaco et Lyon. Tout d'abord, le samedi, qui est quand même un très très beau match de Ligue 1 à suivre. Lyon qui est sur une belle lancée, du coup, après avoir battu Marseille, qui pourtant est sur le podium depuis un bon moment. L'AS Monaco qui a également battu Lens, donc aussi qui reste sur une victoire. Je pense que ça va être un bon match ce week-end. On peut également noter quand même le gros choc entre Lille, qui est l'ancien champion, et le PSG qui est le favori pour la victoire finale. Favori et semble-t-il le futur leader, puisque bon, vu le nombre de points d'avance, le titre ressemble déjà à qui ? On peut déjà supposer que le championnat leur est dû. Donc deux très très belles affiches à mon avis pour ce week-end. Il y aura aussi un peu des matchs pour le maintien d'ailleurs, entre Troyes et Reims notamment. 3 MS. 3 MS, pardon. Match au couteau, d'ailleurs entre 3 MS. Décisif. Malheureux perdant, franchement. Bah, après, ils sont tous les deux. J'ai envie de dire, pour l'instant, ils sont tous les deux encore en position de se maintenir. Donc, il faut pas fauter, mais c'est pas il y aura encore des chances. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas encore le match décisif pour le maintien, mais c'est mieux de le gagner. Puis il y a aussi un Reims-Bordeaux. Un Reims-Bordeaux. Bordeaux qui sombre véritablement dans le classement de Ligue 1, donc on va voir ce qu'ils donnent. Ouais, mais moi j'avais comme l'impression qu'ils étaient en train de se réveiller. Alors ils avaient battu Strasbourg. Ouais. Avec notamment un triplé de Wang Widjo. Exactement. Donc à voir s'il se réveille, va vraiment persévérer ou si ça va reflancher. À l'étranger maintenant, Alexis, aussi des gros matchs à prévoir. Ah bah, ce week-end, il y a des grosses affiches à l'étranger, notamment un Atlético-Barça, même si le Barça n'est plus au même niveau actuellement que ce qu'il était à l'époque. Je pense que ça reste une des belles affiches qu'on peut notifier ce week-end. On verra s'ils arrivent à contrer l'équipe de Diego Simeone, qui, même si elle a une belle équipe, n'est pas dans la meilleure forme de ce moment. On a également le derby de Milan, les deux équipes de Milan qui sont toutes les deux sur une très belle lancée. L'Inter Milan est premier avec 53 points alors que l'AC Milan est troisième avec 49. Donc là aussi c'est un match très important pour la victoire finale. Donc on verra ce que ça donne. Enfin en Bundesliga on aura aussi un choc entre Leipzig qui n'est que 6ème en ce moment et le Bayern Munich, l'ogre munichois qui est toujours premier. Fidèle au poste, j'ai envie de dire. Bon, on a été pris d'un fou rire en plateau avec Tony et Victor, peut-être. Non. Voilà, en tout cas, évidemment, c'est les petites choses du direct. On passe au mercato. Merci donc Alexis pour ces affiches, des grosses affiches que peut-être vous allez suivre. Oui, bien sûr. En Espagne, en Italie. Moi je pensais, en vrai, de toute façon, Ligue 1, évidemment, c'est la Ligue 1. Le bon vieux championnat. Le bon vieux championnat qu'on aime. Lille PSG, évidemment. Vous y serez d'ailleurs, Tanguy et Victor, vous serez à Lille. Un beau match à suivre. On va enfin voir Léo Messi. Et ouais, sinon, moi, une affiche qui m'intéresse pas mal. Je dis pas ça par rapport à mes intérêts personnels, mais ASM Monaco-Lyon, pardon, ça va être une belle affiche. J'ai hâte de voir personnellement les deux recrues qui vont arriver, parce qu'elles n'étaient pas, elles pouvaient pas, Tanguy Ndombele et Romain Fèvre ne pouvaient pas disputer le dernier match pour une réglementation de la LFP, ils n'étaient pas qualifiés pour jouer, mais là on va les voir sur le terrain du coup, certainement, ou peut-être dans l'effectif. Et on va voir du coup le retour de Tanguy Ndombele qu'on attend avec impatience, parce que lui, il a manqué à Lyon pendant un moment, il avait fait un premier passage à Lyon qui était tout simplement incroyable, il avait aidé le club cette saison-là. Donc hâte de voir son retour, et puis on va voir ce que Romain Fèvre peut faire aussi, peut apporter dans cet effectif.
pour compenser le départ du coup de Bruno Guimaraes, mais je pense qu'on va en reparler juste après. On va en parler justement. On va ouvrir maintenant cette page Mercato avec les dernières actus chaudes finalement de ces dernières heures, de ces derniers jours. Et donc finalement, quel est le verdict, les joueurs à suivre qui ont rejoint leur nouveau club, Tony? Alors, donc ce mercato hivernal a été riche en transferts, on peut le dire. On va pouvoir noter notamment les gros transferts, en tout cas de cette période, avec Vlahovic, l'attaquant serbe de la Fiorentina, qui vient de signer à la Juventus. Donc encore un transfert entre la Juventus et la Fiorentina. Donc voilà, donc par le passé on a déjà vu Quadrado, Chiellini, Federico Chiesa et Federico Bernardeschi, qui ont déjà quitté la Violetta pour la Viola, je sais pas comment on dit. La Viola, pardon, pour venir à la Juve. Donc voilà, encore un échange avec eux. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. Vlahovic qui avait commencé sur un très bon début de saison, mais du coup qui s'est mis à dos les supporters de la Viola. Voilà, Alexis, un petit mot dessus. Joueur très prometteur, il a intéressé beaucoup de clubs, notamment Arsenal, qui n'a pas réussi à l'avoir. Du coup, il a préféré choisir la Juve. Bonne prise pour la Juve qui est en perte de vitesse en ce moment, donc on va voir ce que ça donne, mais un bon joueur à surveiller à mon avis. Tout à fait. Et parmi les autres joueurs qui ont compté pour ce mercato un bon montant, nous avons Ferran Torres, l'Espagnol qui a été à Manchester City en début de mercato, pour signer au Barça, montant de l'opération 55 millions d'euros. Voilà, donc après Xavi est en train de construire une équipe, on avait aussi Adama Traoré, Aubameyang en fin de mercato qui vient de signer gratuitement, il a rompu son contrat avec Arsenal. Comment ils vont chercher les sous? Parce qu'on nous rappelle qu'ils sont ils sont surendettés. Ouais, ils sont surendettés et ils vont chercher les joueurs. Ils ont quand même perdu le salaire de Coutinho, du coup, qui est arrivé à Aston Villa et qui devait coûter certainement très cher. Après, c'est vrai que ça reste assez étonnant quand même de les voir trouver des finances assez improbables alors qu'ils ne pouvaient plus payer le salaire de certains joueurs. Tout à fait. Aston Villa, on en parlait la semaine dernière, qui a fait un bon mercato, Philippe Coutinho, pour qui a d'ailleurs sa première rentrée de match contre Manchester, a fait délivrer un but et une passe D. Mais aussi Lucas Digne, l'arrière-gauche français. Mais on en avait déjà parlé avant. Donc après en Angleterre, surtout un club qu'il fallait suivre, c'était Newcastle, voilà, qui a été racheté par un fonds d'investissement saoudien, qui a fait de gros transferts, notamment Bruno Guimaraes, le Brésilien de Lyon, recruté pour 42 millions d'euros. Mais aussi un très bon recrue en défense, le latéral droit international des Three Lions, l'anglais Trippier, Kieran Trippier, qui vient de l'Atlético, pour 15 millions. Et enfin Dan Burn, défenseur de Brighton, assez solide, assez costaud et en première ligue, donc voilà une étape pour lui aller à Newcastle. Donc ces joueurs, ils ont un beau défi maintenant, c'est de se maintenir en première ligue, parce qu'ils sont très bas dans le classement, mais bon, c'est l'objectif des Saoudiens, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, un commentaire sur le mercato de Newcastle? Pas mauvais dans l'absolu. Après, je pensais qu'ils allaient recruter un plus grand nombre de joueurs finalement pour permettre le maintien pour le permettre en tout cas plus facile, parce qu'ils sont quand même bien englués dans la zone rouge et ça va rester difficile à mon avis pour eux au vu du niveau de la première ligue actuelle qui est quand même assez élevé. On va voir s'ils s'en sortent, mais je pense que de toute façon, même s'ils descendent, ils vont faire ce qu'il faut pour remonter très très rapidement. Il y a Bruno Guimaraes justement qui va apporter, commence à faire l'édifice, pour monter au record d'ailleurs. Des bonnes choses je pense à l'équipe. Ça va faire du bien, je pense qu'ils vont quand même c'est un beau projet qui se profile, moi je pense qu'ils peuvent se maintenir. Parce que Tréppier aussi, c'est des bons joueurs qui vont faire du bien. Newcastle qui est aussi à 2 doigts de recruter l'attaquant rémois, Hugo Ekitike, ça ne s'est pas fait. Il a choisi de continuer à Reims. De continuer à Reims, c'est beau. Très bon choix de carrière, il est très intelligent. Il est très jeune, il a envie de finir sur sa saison avec son club en Ligue 1 et je pense qu'il a bien fait. On parlait aussi de Yannick Ferreira Carrasco d'ailleurs à Newcastle pour 60 millions, ça a failli se faire, c'était pas loin. Et de Botman aussi. Qui est resté à Lille et tant mieux pour le parcours de Lille en Ligue des Champions notamment. Mais ouais, tant mieux pour Lille pour la fin de saison. Et bon choix aussi parce que là il peut continuer à jouer la Ligue des Champions. Et justement au niveau de Ligue 1 d'ailleurs, de la Ligue 1 en tout cas, au niveau des transferts on a été gâtés, donc Saint-Etienne on en avait déjà parlé la semaine dernière. Une autre recrue est venue entre temps, donc on parlait de Bafetim Bigomis la semaine dernière, finalement celui-ci a signé dans son ancien club Galatasaray en Turquie. Et c'est Enzo Crivelli qui a été recruté à... Crivelli, Enzo Crivelli qui a été recruté, notamment passé par le passé... qui est passé dans le passé par le SCO d'Angers. Voilà, donc un buteur, qu'en pensez-vous d'être recruté pour Saint-Etienne? Pour moi, c'est ce que je disais à Alexis. Ce qui est bien avec Saint-Etienne, c'est qu'il nous donne des nouvelles des joueurs qui sont disparus. Non, c'est bien, ça nous donne des nouvelles. Quoi. Après, au niveau des arrivées en Ligue 1, nous avons aussi une grosse recrue pour Brest,
qui a du coup laissé partir Fèvre à l'Olympique Lyonnais et qui a recruté Belaïli, l'attaquant algérien à Brest. Son arrivée a fait passer le million d'abonnés sur Instagram pour le club de Brest. Voilà, on rappelle que Belaïli, très peu connu en Europe, mais quand même 17 buts en 24 matchs dans le championnat qatari lors de la saison 2020-2021. Intéressant. Donc intéressant, très bonne recrue pour Brest je pense. Et du coup Fèvre qui part à Lyon avec Tanguy Ndombele et qui est prêté par Tottenham pour les 6 prochains mois. Qu'en pensez-vous aussi, Tanguy notamment? Bon, franchement, c'est le recrutement parfait, je pense, pour Lyon, pour remplacer Bruno Guimaraes, parce que ça fait déjà une énorme rentrée d'argent. Tanguy Ndombele qui arrive en prêt, avec option d'achat du coup, mais aucun argent dépensé pour la transaction. Et Romain Fèvre, je sais plus c'est combien, c'était 18 millions d'euros, c'est ça? Ouais, il me semble. Et du coup, c'est un très bon recrutement. Fèvre, c'est un jeune joueur qui peut rester sur le long terme, il a signé jusqu'en 2026, il me semble, du coup. Ça fait un très gros contrat. Et Ndombele du coup qui a une option d'achat pour cet été, mais pour la fin de saison il va être très très important pour le championnat, parce que Lyon a besoin énormément de points. Ils sont à quoi, je crois c'est 6 points derrière Marseille, donc, et je crois que 8 points derrière Nice, donc ça commence à faire beaucoup. Il va pas falloir tarder à remonter, et je pense que Tanguy Ndombele et Romain Fèvre vont apporter vraiment leur pierre à l'édifice dans tout ça. Et aussi Lyon qui a perdu aussi Islam Slimani, pas forcément une grande perte, mais sur le banc, Islam Slimani en fin de match, en tant que renard des surfaces, ça pouvait toujours apporter quelque chose. Mais bon, ça reste quand même correct, il y a toujours Doué Cambi devant. Donc, il est parti où? Il est parti au Sporting. Sporting Portugal, de Lisbonne. Et Lille aussi, qui a laissé partir l'arrière gauche Reinildo à l'Atlético de Madrid. Évidemment, j'avais pas l'oublié. Bah oui, je parle de ton club, Victor. Et Lille qui a laissé partir aussi Yazice. Ouais, ça on avait parlé, c'est vrai. Au Spartak, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Et l'arrivée au LOSC de Hatem Ben Arfa, le retour. Le retour. Voilà, donc il a fait des premières minutes plutôt moyennes, mais c'était contre Brest, ouais, pardon. C'était contre Brest, il a fait une petite entrée, voilà, des choses un peu prometteuses, voilà, à voir ce que ça va donner pour Hatem Ben Arfa, en tout cas qui est revenu en forme pour jouer avec le LOSC. Oui, il s'était montré dangereux dès le début, dès son entrée en jeu, dès son premier match, donc ça présage de très bonnes choses pour Hatem Ben Arfa, à voir la suite. Et on parlait de la Juventus justement tout à l'heure avec Vlahovic, ils ont recruté Vlahovic, mais ils en ont profité aussi pour dégager de la masse salariale. Parce que entre Ramsey qui est parti quand même aux Rangers, déjà c'était quand même assez étonnant parce que ça reste un bon joueur. Ils ont aussi prêté Kulusevski à Tottenham. Et donc, pas que Kulusevski. Étonnant. Et Bentancur. Tottenham qui eux aussi ont dégraissé parce qu'ils ont prêté Brian Hill qui est retourné du coup en Liga. Du coup ils ont prêté Brian Hill qui est retourné en Liga comme je le disais. Et Everton aussi en Angleterre qui a recruté Denis Van de Beek et Dele Alli. Ouais, et ils ont envoyé Dele Alli à Everton. Ça, c'est une nouvelle assez surprenante quand même. Même si c'est une bonne chose pour les joueurs. Je pense que pour Dele Alli et pour Van de Beek c'est une bonne chose. Ils jouent pas avec Manchester, ils jouent pas avec Tottenham, donc on espère pour eux qu'ils trouveront du temps de jeu parce que c'est des joueurs qui ont un bon potentiel et qui l'ont prouvé par le passé à une certaine époque à leur prime, et maintenant on espère qu'ils reviendront, ils sont encore assez jeunes. Et Everton qui ont changé aussi d'entraîneur. Tout à fait, avec l'arrivée de Frank Lampard, le milieu de terrain légendaire des Blues de Chelsea, donc incroyable. Puis Tottenham qui a perdu le Celso aussi, je sais pas si on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Oui, c'est vrai. Qui est parti à Villarreal. C'est bien. Je crois que c'est ça, il est parti à Villarreal. Il a été attendu aussi du côté de Lyon pendant un moment, mais il a préféré aller à Villarreal. C'est pas un choix mauvais non plus de sa part, mais Giovanni Lo Celso du coup qui quitte Tottenham, donc Tottenham qui perd énormément de joueurs pendant ce match. C'est ce que j'allais dire, Tottenham, attention. Qui perd des joueurs, mais en même temps Kulusevski et Bentancur, c'est pas des mauvaises recrues non plus. Bien, je pense. Ils ont déjà une belle base quand même, donc je pense que c'est pas des mauvais choix en soi. Tout à fait. Ils sont combien dans le classement de première ligue? Tottenham, il me semble qu'ils sont 5e. 7e. Je regarde ça tout de suite. Tony va nous dire, en tout cas voilà. Ils sont... parce qu'ils perdent des joueurs, mais ils sont pas non plus très bien placés. Voilà. Donc, pour cette page Mercato, Tony va nous tenir au courant de Tottenham. Tottenham, actuellement 7ème au championnat. Voilà, 7e. Voilà, derrière Arsenal, et les 5 premiers sont West Ham, Manchester United, Chelsea et Liverpool et Manchester City en tête. Manchester City évidemment. Largement en tête. Avec 57 points. Avec 57 points, Manchester City, là je pense que comme pour le Paris Saint-Germain, on peut dire, on peut affirmer déjà que le titre est quand même très bien parti. Pour eux, ouais. Pour les Citizens. Ça va être beau. Voilà pour le marteau, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Voilà, il est 20h20, on va passer 20h20.
Vous êtes quelques-uns sur le chat, n'hésitez pas à réagir également si vous avez des questions. Dédicace à Jean-Marc, tonton, je sais que tu me regardes, merci de me regarder. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas, parce que je regarde, vous n'êtes que 6 ou 7, ça fluctue un petit peu. Voilà, si vous nous écoutez, n'hésitez pas, c'est votre émission, si vous interagissez, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Vous invitez vos copains, vous invitez tous vos proches à venir nous suivre sur Team Sport, parce que c'est la vôtre, et c'est aussi vous qui permettez la bonne tenue de cette émission, c'est la vôtre. Le point sur le handball et l'Euro qui vient de se terminer avec cette victoire de la Suède sur le toit de l'Europe après son succès donc en finale sur l'Espagne, 27-26, une réaction peut-être sur ce 5e sacre à l'Euro des Suédois. Tout d'abord, je pense qu'on peut parler de l'équipe de France. Tous mes collègues avaient parié sur la victoire de France et malgré tout j'y croyais aussi et j'ai misé sur la Suède et j'ai pas eu tort. Ils ont été très 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 forts, et notamment avec Gottfridsson qui a été incroyable en attaque, qui a mis beaucoup de buts. Et la France qui s'est inclinée et qui n'a même pas réussi à 35-32 à prendre la 3ème place finalement. Une déception un petit peu après les championnats, enfin les JO gagnés, c'est dommage. Après les Suédois l'ont mérité, notamment avec un grand gardien, je peux le dire, parce que Palika il fait la différence contre la France en demi-finale, contre l'Espagne il y a 26-26, il arrête le tir espagnol et derrière il marque le dernier but et il remporte 27-26 quand même. Donc rien à dire. C'est une belle victoire des Suédois qui l'ont mérité. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme tu disais en attaque, ils ont été plutôt bons avec Gudmundsson. C'est ça. Gottfridsson, excuse-moi. Et même au goal, ils ont eu un bon rempart. Palika, très bon gardien. Contre la Suède, il l'a encore prouvé. Et même contre la France, il l'avait montré. Donc voilà, donc très belle victoire pour la Suède. On peut les applaudir. C'est vrai que défensivement, on était un peu une passoire. Quoi. Enfin, c'était pas. Ouais, la France trop peu d'agressivité en défense française. Comme on l'avait vu déjà au début du tournoi, on en avait reparlé un peu. Ça s'était un petit peu amélioré sur le match contre le Monténégro, il me semble. Mais après, Justement, on va en parler de l'équipe de France. Peut-être juste pour finir sur cette finale, les Espagnols qui étaient champions en titre. Déception pour eux quand même. Après ça s'est pas joué à grand chose, mais moi je pense qu'ils sont avant tout ratés dans le dernier geste parce que quand il y a égalité à 26-26, qu'il reste 30 secondes et qu'ils ont les 30 secondes pour prendre un shoot concrètement, il faut le mettre au fond et malheureusement ils n'ont pas réussi à le faire et derrière ils se sont fait punir. Donc je dirais pas que c'est la faute à pas de chance, mais c'est les détails qui font la différence à ce niveau-là. Et c'est ça. Les Espagnols. En tout cas, la Suède qui remporte son 5e Euro. Le dernier remonté déjà il y a 20 ans. Ça a commencé à être long pour les Suédois. On va parler de l'équipe de France justement qui finit 4e seulement de 7 Euro après avoir été défait par les Danois dans le match pour la 3e place. 35-32 après prolongation. Tanguy peut-être sur l'équipe de France. Déception encore une fois. Une déception, oui. C'est vrai que l'équipe de France est toujours très présente. Dans les fins de tournoi et là c'est vrai que c'est un peu une surprise parce qu'en général on arrive toujours à s'en sortir avec une demi-finale, avec une finale, avec un titre et là cette année ça n'a pas été le cas. Ça montre beaucoup de fragilité, je pense, que ce soit du côté du staff ou même dans l'équipe. Et il va peut-être falloir penser à revoir un peu tout ça pour les éditions futures. C'est clair qu'elle faisait partie des favorites. Pardon Alexis, je t'ai coupé, vas-y continue. Après à noter quand même que l'équipe est en reconstruction malgré le sacre au JO précédemment c'était pas ça. Il y a les cas de Covid. Le coach Gilles a quand même fait un bon travail à mon avis parce que c'était pas facile de ramener cette équipe au plus haut niveau. Donc je pense qu'ils vont continuer sur de bonnes bases et que ça va payer. Après je pense qu'on a des faiblesses à certains postes mais des joueurs prometteurs aussi qui arrivent. Donc cette équipe là peut remonter et remporter le prochain championnat européen, on l'espère. Puis la Coupe du Monde entre temps aussi de hand. Victor, tu voulais dire rajouter quelque chose? Non, Alexis il a tout dit, il est fort. A noter quand même qu'en demi-finale il y avait des joueurs absents aussi. Quentin Maé notamment qui est un peu le feu follet de cette équipe là, qui met beaucoup de buts, on le sait. Et ça nous a peut-être un petit peu manqué contre la Suède, Hugo Desca aussi, qui était absent au match d'avant, pardon. Et qui nous a manqué par moment aussi. Je pense qu'on a une faiblesse niveau arrière, donc on verra ce que ça donne. Karabatic aussi qui est proche de la retraite, on le dit pas assez, mais... Lui je le sentais un petit peu fatigué tout au long du tournoi. Il a joué beaucoup de matchs. Il a raté qu'un match sur tout le tournoi, donc ça semble logique qu'il soit un peu émoussé.
pas le plus jeune de l'équipe. Donc... Mais je trouve qu'il a quand même apporté, Nikola Karabatic. Oui, Il a quand même bien apporté. Bon, on connaît son talent naturel, mais c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde historiquement, si ce n'est le meilleur. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. L'un des derniers finalement dinosaures de cette équipe qu'on appelle toujours d'ailleurs les experts. Ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on voit ses anciens coéquipiers qui commentent et lui qui est encore sur le terrain, donc ça prouve une belle longévité pour lui. Voilà pour le hand. Les Français donc finissent 4ème de 7 euros. Le Danemark prend la 3ème place et donc la Suède, on a dit, s'impose dans ce championnat d'Europe. On va passer, messieurs, tout de suite, c'est l'événement de cette semaine, l'événement finalement de ce mois de février, c'est les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pékin. Les cérémonies d'ouverture auront lieu demain à 12h30, heure française. Les Jeux Olympiques donc, qui se tiendront du 4 au 20 février à Pékin, ce seront les 24e Olympiades. Et donc on va en parler, Tony. Petite anecdote, je tiens à dire, c'est une petite anecdote comme ça sympa que j'ai trouvé ce matin. Et il se trouve que ce matin, donc, la flamme olympique a fait le tour de la grande muraille de Chine. Ouais. Et devinez qui a participé à cette promenade de la flamme, Jackie Chan, l'acteur et star mondial du Kung Fu, qui a tenu à porter la flamme olympique. Et voilà, donc la flamme olympique, comme tu dis, qui finira son parcours demain lors de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture donc avec ces Jeux Olympiques. On attend quand même pas mal de Français. Il y aura 109 épreuves, 15 disciplines, les 15 mêmes habituelles. On peut en citer quelques-unes. Le biathlon pour les plus connus, bobsleigh, le combiné nordique, mais également le patinage artistique, patinage de vitesse. On peut également citer le saut à ski, enfin toutes les épreuves liées au ski, le ski alpin, naturellement. On attend beaucoup de Français. Victor, on attend beaucoup de Français. Ouais, bah oui, mais t'as pas cité non plus le ski de boss. Le ski de boss, naturellement, j'allais y venir après, le ski de boss. Du coup, je vais continuer. Donc, on a appris que Perrine Lafont a été qualifiée en finale. Elle avait fait médaille d'or, je crois, il y a 4-5 ans. Il me semble. Elle est très jeune. Encore plein d'espoir en tout cas cette année. Grande chance de France pour la France. Donc, on espère qu'elle va ramener la première médaille d'or pour l'équipe de France. Et aussi chez les hommes, avec Benjamin Cavé, qui lui avait, je sais plus quand il est fini, il y a 5 ans. Je n'ai plus le résultat en tête. Mais en tout cas, il disputera la finale aussi. Ouais, il disputera la finale aussi. Donc on espère les 2 premières médailles pour l'équipe de France. Voilà, parce que même si les Jeux Olympiques commencent officiellement demain, il y a déjà eu des épreuves aujourd'hui. Voilà, en biathlon, on avait déjà débriefé lors des Coupes du Monde. On attend Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, enfin tout le contingent français sur les épreuves du biathlon. On va d'ailleurs la Mastart ce week-end. On espère des chances de médailles. Ouais, et aussi on peut citer aussi pour les slaloms avec Pinturo, Clément Noël, oui. Et Tessa Worley pour les femmes. Tessa Worley. On va mettre de grandes chances pour les Français et on espère que ça sera des JO réussis. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre des Français finalement? Je pense qu'on peut. Enfin, moi, honnêtement, j'en attends beaucoup du biathlon français cette année, parce que je pense que c'est la saison sur laquelle, en tout cas chez les garçons, c'est l'année où ils sont le plus en forme, le plus en jambes, où ils montrent le plus de choses, où on a vraiment plusieurs Français, du coup, comme tu les as cités, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin notamment, du coup, qui sont vraiment en très très grande forme. Et il y a les relais, il y a les courses individuelles, on peut en attendre beaucoup de ça. On peut avoir beaucoup de médailles en biathlon. Après, bon, il y a le ski aussi. Mais je pense qu'on peut en attendre, on peut en attendre beaucoup du biathlon en tout cas. Ouais. Le biathlon, donc, qui sera l'épreuve phare évidemment de ces Jeux Olympiques. Et donc, on l'a dit, ça commence dès ce week-end. Et puis, en termes de médailles, la France avait terminé 9ème à Pyeongchang il y a 4 ans, en Corée du Sud. 9ème avec 15 médailles. Est-ce que la France peut faire mieux? C'est vrai qu'il y a quand même des top nations, la Norvège notamment, ça sera compliqué quand même d'accrocher. Non, moi j'y crois. Je pense qu'elle peut faire. Tu sais pas combien elles avaient fait de médailles d'or? Il y a eu 4 médailles, 4 ou 5 médailles d'or, j'ai pu compter, je crois que c'était 4. Il y a moyen d'égaliser ou même de battre sur ce résultat, quand on y pense. C'est record, et puis pour finir sur les Français attendus, patinage artistique aussi, je pense qu'on peut compter sur nos Français, Guillaume Cizeron, Gabriela Papadakis, sur qui on compte beaucoup, sur le patinage. Et parmi les équipes qui participeront, il n'y a pas la Jamaïque
qui envoie une équipe de bobsleigh. Une délégation, si. Si. Il me semble bien, oui, sur le Ce serait bobsleigh. pas un remake du film Rasta Rocket les gars, et... Regardez ça. Les Jamaïcains, Cadence man. les Jamaïcains qui excellent d'ailleurs dans ce domaine de bobsleigh. Faut pas négliger ce sport. Je faisais référence au film Antoine, la comédie oui, Rasta mais- Rocket. Je sais, mais les Jamaïcains ont déjà par le passé excellé Oui, dans tout à ce fait. sport et il me semble qu'ils seront aussi là. À vérifier évidemment les infos que l'on vous donne. Voilà pour ce point des Jeux Olympiques, donc qui commence dès demain à 12h30 heure française pour la cérémonie. On va passer à la fameuse rubrique. Avant de passer au quiz, on va passer à cette rubrique depuis 3 semaines, les infos en vrac. Ce qu'on n'a pas pu vous dire en émission principale, on vous le dit ici rapidement. Avec aujourd'hui, on a fait en vrac, on en a plein. On a du cyclisme, on a du rugby, on a du basket, du NFL, du sport automobile. Vous êtes servis. Tout de suite, Victor sur les infos cyclisme puis rugby. Bah oui Antoine, ce week-end avait lieu le Grand Prix de la Marseillaise qui constitue le premier grand événement de cyclisme en France. On a d'abord eu le droit à une échappée avant de voir le Français Guillaume Martin attaquer dans les 30 derniers kilomètres et malheureusement se faire reprendre à une dizaine de kilomètres dès l'arrivée. Et c'est donc ensuite dans un sprint final que le Belge Amaury Capiot s'est imposé devant Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Et comme premier français, on avait Benoît Cosnefroy qui a fini 5ème, et c'était le tenant du titre. Ensuite, un petit mot de l'étoile de Bessèges qui s'est joué aujourd'hui et hier pour les 2 premières étapes. Donc hier, c'est le Danois Mats Pedersen qui s'est imposé, et aujourd'hui, c'est un Français qui s'est imposé puisque Brian Cocard qui a levé les bras pour la première fois après 1 an et demi sans avoir gagné. Donc voilà, ça fait plaisir de voir le retour du coq sur lever les bras. Attends, merci Victor. Les infos rugby maintenant. Ouais, quelques petits résultats du top 14, les principaux résultats avec d'abord le leader Bordeaux-Bègles qui s'est imposé 23-10 à Castres, non, contre Castres mais pas à Castres, Castres est 5ème. Lyon lui assure contre Perpignan 23-28 et reste sur la 3ème marche du podium. Montpellier lui sur la 2ème marche du podium s'impose à La Rochelle 23-29. Et enfin le choc de cette journée, malheureusement avec des stars en moins qui sont avec l'équipe de France. Donc le choc a vu le Racing vainqueur face à Toulouse 15-20. Et ensuite un petit mot de l'équipe de France qui, vous le savez, affronte l'Italie dimanche Exactement. à 16h. Tu y seras en plus. Oui. Pour débuter ce tournoi Destination. Et pour noter que Antoine Dupont, Romain Tamac et Mathieu Jalibert, donc les stars de l'équipe de France, font leur retour dans le groupe et pourraient finalement être alignés pour ce match d'ouverture très important, donc vous le savez, pour la victoire finale du tournoi, qui est l'objectif du 15 de France, après avoir fini 2ème en 2020 et en 2021. Merci Victor, c'était très complet. Et il y avait aussi du basket de la NBA avec Tanguy. Oui, bah, le basket, ça continue aux États-Unis en tout cas. Donc on a dépassé la moitié de saison en NBA, une saison qui compte 82 matchs comme à son habitude. Dans les différentes conférences, du coup, on a les Chicago Bulls. On n'a peu eu l'occasion d'en parler, mais les Chicago Bulls qui font une saison quand même incroyable. On a 3 joueurs, Nikola Vucevic, Demar DeRozan et Zach LaVine, qui sont 3 références du basket de la NBA, qui font une saison complètement monstrueuse. Et tous les 3, du coup, portent sur leurs épaules les Chicago Bulls. Donc ils dominent cette conférence Ouest avec 32 victoires pour 18 défaites, ce qui reste quand même un très très beau bilan pour une équipe comme Chicago qui l'an passé était quand même assez loin. Ils sont suivis de près par Miami. On a les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo en 4ème place. On pouvait les attendre un tout petit peu au-dessus, mais l'écart est quand même assez resserré entre les 4 premières équipes. Et on a aussi les Brooklyn Nets qui sont en 6ème position de la conférence Est. Une petite surprise avec, comme on le sait, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden qui sont du coup les 3 grosses stars de cette équipe. Pour la conférence Ouest, du coup on a Phoenix qui domine aussi cette conférence Ouest, qui a un bon écart sur les Golden State Warriors de Stephen Curry qui les suivent de plus ou moins près quand même. Les Utah Jazz de Rudy Gobert sont en quatrième position et ils sont en embuscade pour les 3 premières places. Et à noter du coup dans la conférence Ouest,
la 9e place des Los Angeles Lakers. Ouais. Très très décevante. On sait que du coup ils ont LeBron James, Russell Westbrook et également Anthony Davis. Ces 3 joueurs aussi là en Big Three, hein, complètement incroyables et qui peinent à remporter des matchs, à créer une dynamique. Ils sont 9e et c'est assez décevant. Donc comme je disais aussi, qui dit mi-saison dit aussi All-Star Game. Et comme l'an passé, on aura LeBron James et Kevin Durant qui seront les capitaines de ce All-Star Game. Et à noter aussi également la 2e sélection de Rudy Gobert au All-Star Game, qui ne sera malheureusement pas titulaire parce que sa cote de popularité aux États-Unis est un petit peu faible. Et c'est un peu dommage parce que pour le All-Star Game, je le rappelle, on doit compter sur les votes des fans. Et Rudy Gobert n'est pas très très apprécié non plus, il n'a pas une cote assez importante aux États-Unis. Voilà. Pour les infos basket, c'était complet. Il y avait aussi cette info cette semaine, elle n'a manqué à personne, en NFL, football américain, la retraite de Tom Brady. Et ouais, la retraite de Tom Brady, la légende qui prend sa retraite. Donc après, il prend sa retraite du coup à 44 ans, 23 ans de carrière, c'est monstrueux comme carrière. Une carrière complètement incroyable. Donc petit point statistique pour cette légende. Il aura remporté 3 titres de MVP, donc de meilleur joueur au cours de sa carrière. Comme je dis, 23 ans de carrière, ce qui est un total complètement monstrueux. Ce qui montre une longévité aussi incroyable. Et Tom Brady aura aussi participé à 7 Super Bowl. C'est complètement fou. La légende de son sport. Il restera à jamais la légende de son sport. Il aura passé 20 saisons chez les England Patriots. Donc 20 saisons, c'est quand même assez incroyable. Ça montre la longévité, la fidélité. Un dévouement à son club, à sa franchise. Et du coup, il a terminé aussi sa carrière, faut le noter, au Tampa Bay Buccaneers. Voilà. Donc voilà pour le point pour Tom Brady. Voilà pour Tom Brady. On passe à un tout autre sujet, toujours dans les infos en vrac. Il y avait du sport automobile, il y avait l'e-prix. Tanguy l'e-prix ce week-end de Formule E. De Formule E, exactement. On attend toujours la Formule 1. D'ailleurs, il faut savoir que la semaine prochaine, pour la Formule 1, on va avoir les livrées qui vont apparaître petit à petit. Il va falloir rester attentif à ça parce qu'avec les nouvelles voitures, ça va être assez intéressant. Et du coup, pour revenir à la Formule E, on a Nick De Vries, du coup, le champion en titre, qui a très très bien commencé son week-end. Dès le début, c'est son coéquipier déjà qui avait signé la pole position pour la première course, donc Stoffel Van Dorn, coéquipier chez Mercedes, qui avait signé la pole, mais Nick De Vries avait pris l'avantage pendant la course suite à une erreur de Stoffel Van Dorn pendant l'activation de son attaque mode. Donc Nick De Vries qui avait déjà gagné la saison l'année précédente à Diriyah, donc qui continue de montrer son talent de pilote. D'ailleurs, on avait parlé de lui l'an passé en Formule 1, il y avait eu des discussions, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour Williams et pour Alfa Romeo. Si je dis pas de bêtises, je peux peut-être me tromper, mais voilà, on avait parlé de lui en Formule 1. Il est resté en Formule 1, il montre qu'il est toujours présent. Le lendemain, le samedi, du coup, il a signé la pole position encore une fois. Donc il partait premier sur la grille. Finalement, il a eu quelques pépins de course parce qu'il y avait les 2 Venturi, l'écurie de la femme de Toto Wolff, le patron de Mercedes en Formule 1, donc Suzy Wolff. Donc cette écurie Venturi, c'est une écurie monégasque. Okay. Il y avait les 2 pilotes, Lucas Di Grassi et Eduardo Mortara, qui poussaient beaucoup sur Nick De Vries. Finalement, Eduardo Mortara a pris le dessus sur Nick De Vries et est allé s'imposer. Et Nick De Vries, par contre, a ensuite perdu beaucoup de place à cause d'un problème de gestion de batterie. Il faut noter aussi du coup la performance de Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, le français, qui a signé une 8e place vendredi après être parti 13e, donc une belle remontée, et qui a ensuite terminé 6e samedi. Donc c'est de bon augure pour Jean-Éric Vergne. Les infos qui étaient donc là aussi complètes. Merci Tanguy pour cette info sport automobile, et je terminerai aussi sur cette info sport automobile. On en parlait, Sébastien Ogier. C'est désormais officiel, rejoindra le monde de l'endurance dès cette année, plus particulièrement participera au WEC, le World Endurance Championship, en LMP2, la 2e catégorie d'endurance dans ce championnat. LMP2 avec le Richard Mille Racing Team, il fera équipe notamment avec Charles Milesi qui a remporté l'année dernière le LMP2, qui était champion avec le type WRT, et avec la jeune Lilou Wadou qui donc est promue pour la première fois en endurance. Et pour terminer aussi, pour être complet au niveau du sport automobile, j'en avais parlé aussi la semaine dernière, c'est Acura qui a signé le doublé aux 24 heures de Daytona, première manche du championnat américain.
Voilà, messieurs, on est complet, je pense, sur l'émission, mais ce n'est pas fini. Le quiz. Vous le savez, on l'attend tous. C'est l'heure du quiz. Oh là là. C'est l'heure du quiz. Petit récapitulatif des résultats. Les résultats qui vont peut-être d'ailleurs s'afficher à votre écran. Voilà les résultats donc avec actuellement Victor qui fait la course en tête, 8 points comme vous pouvez le voir. Tony a 7 points et derrière c'est très serré. Alexis Tanguy compte 6 points. Aujourd'hui il y a 5 questions et il y aura une 6ème, ce sera un pronostic. La première question, vous avez suivi j'espère la Coupe de France, vous êtes tous trompés, moi y compris, sur le pronostic de Lens-Monaco. J'aimerais savoir, il y aura 1 point pour celui qui va me donner le bonne évolution du score et les buteurs lensois. Ah bah attends, 4-2 pour Monaco. 4-2 pour Monaco, mais quelle était l'évolution du score? Ah, l'évolution du Ah. L'évolution du score. 1 point pour celui qui dit déjà l'évolution du score. 1-0, 2-0, Ouais, 3-0, ouais, 3-1, ouais. 4-1. 4-1, 4-2. C'était 3-2. Ah, 3-2, c'est 4-2. Il n'y aura pas de points à ce niveau-là. Les buteurs lensois, les 2 buteurs Fofana. Non, Kalimundo. Kalimundo, Kalimundo a exactement. marqué. Exactement. Et le deuxième, Je sais je pas. me souviens plus, mais je sais qu'il y a Kalimundo qui a C'est marqué. Wesley Sayed. Wesley Qui Sayed, avait aussi d'accord. marqué un deuxième plus Il était longtemps. titulaire Il me semble qu'il Ouais, était je titulaire. crois bien. Ouais. Je vérifierai Sans ça, dire. mais voilà, donc pas de points sur cette première question. Kalimundo. Question, la fameuse, ma question Ligue 2 quand même, mes amis. La question Ligue 2. Non, encore. La question Ligue 2. Elle est facile celle-ci, je demande juste qui est, ça va être rapide, lanterne rouge de Ligue 2. Merci. Victor qui a été le plus prompt. Je le sais, Valenciennes, ils ont gagné 6-1 contre nous. Valenciennes qui a étrié Nancy cette semaine en Ligue 2. Et donc, Nancy est donc lanterne rouge toujours. Question, alors je suis sans doute l'actualité aussi de l'équipe, les journaux. Je vais vous demander une question peut-être un petit peu complexe, mais Rafael Nadal a remporté donc son 21e Grand Chelem face à Daniil Medvedev ce week-end à l'Open d'Australie. Quelle était la une de l'équipe au lendemain de sa victoire? Une d'ailleurs un petit peu qui peut faire débat parce qu'on trouve le titre un peu spécial. On n'a pas le droit à internet. On n'a pas le droit à internet ici. Je pense qu'une pénalité est nécessaire. Mais... Alors, Ouais. pas de. J'ai envie de Je regardais l'heure. Ah, il y a Oui, oui. Bon, je sais pas. On n'a pas. Je pense qu'on n'a pas la réponse. Personne sur la une. Je sais plus tout. Martien. Et pourquoi ça fait des débats Martien, parce que ça peut sembler étonnant. C'est vrai comme titre, Martien. On aurait pu Non, mais c'est vrai qu'il est sur une autre planète quand même. hein. C'est sûr, on aurait pu penser de notre formule, mais voilà, je disais juste que ça pouvait faire des bon. On n'est toujours pas assis. Victor a ouvert son compteur point sur la deuxième question. Quatrième question. Ah, c'est une question hand. C'est une question liée à l'euro. Bon, la France a été éliminée lors du match pour la troisième place face au Danemark. Mais il y a un Français qui s'est détaché qui a été élu homme du match. Qui est-ce? Quentin Maille. Quentin Maille. Il était Et plus rapide. Alexis a été plus rapide. Alexis qui Oui, donc bon. prend un point. Question rugby. Question rugby. Et cette question, bon, on peut dire, je vous l'ai déjà posée il y a quelques émissions, mais je vous demande tout simplement qui est l'actuel leader de 2014. Toulouse. Bordeaux-Bègles. Bordeaux-Bègles. Victor, ce soir en forme. Non, écoutez, les enfants, moi je sais juste des connaissances quoi. Enfin, c'est rien. La sixième question, c'est un pronostic de match. Tanguy et Victor, vous y serez d'ailleurs. Envoyé spécial pour Team Sport. Lille, Paris, Saint-Germain pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Je vais prendre un stylo, tiens, je vais te prendre le tien, Victor. Voilà, Lille, PSG. Et donc, messieurs, je prends votre pronostic. 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Moi je dis un partout. 1 partout. Alexis. Au vu des absences, c'est compliqué à prédire, mais je dirais 1-0 Paris. 1-0 Paris. Et ce sera Tanguy. 2-0 Paris pour moi. 2-0 Paris. Bon, moi je le donne évidemment pour l'histoire, hein, pour voilà, pour en tout cas pour moi-même. Je vais dire un match nul quand même, et un match qui va se finir en 2 partout. Ça va, voilà. Je mise en tout cas petit risque peut-être de prix, mais on verra bien. De toute façon, moi je ne suis pas dans le quiz évidemment. Je suis gourmand. Je serai gourmand.
Voilà, ce quiz marque la fin de cette émission. J'étais très content de la faire avec vous. J'aimerais remercier, un grand merci à Edgar à la réalisation. Si évidemment cette émission marche, si elle est à succès et s'il y a autant de caméras disponibles, c'est bien grâce à lui. Et on ne le montre pas à la caméra, mais il est pourtant là, il fait tout le travail derrière. Voilà, je remercie également les auditeurs qui nous ont écoutés, hein. Vous étiez quelques-uns. N'hésitez pas à partager cette émission sur tous les réseaux sociaux, ça nous fera un maximum plaisir. C'est votre émission, elle est interactive et n'hésitez pas toujours à réagir sur le chat. Je voulais aussi terminer en vous donnant le résultat à la mi-temps. On l'avait dit qu'on tiendra en fil rouge le match Cameroun-Égypte. Pour l'instant, il y a 0-0. Le match est indécis. Pour l'instant, le Sénégal ne connaît pas son adversaire. Monsieur, un dernier mot pour conclure cette émission. Non, À la semaine prochaine. Allez, Prenez soin de vous. dimanche. Hein. Et donc, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.